Donc, nous allons discuter aujourd'hui du problème de l'ostéoporose au cours de la grossesse et de l'allaitement. Donc, je m'appelle Christian Marcelli et je suis PUPH de rhumatologie à Caen. Alors, voici le plan de cette présentation. On va tout d'abord parler de l'effet de la grossesse et de l'allaitement sur la masse osseuse. Puis, nous parlerons plus spécifiquement de l'ostéoporose au cours de la grossesse et de l'allaitement. Et nous discuterons du traitement possible dans cette situation. Alors, en fin des années 80, 90 surtout, beaucoup de travaux ont regardé l'effet sur la masse osseuse de différentes situations physiologiques ou pathologiques. Et la grossesse n'a pas échappé à cette mode. Et donc, vous trouverez dans cette période de nombreux travaux qui ont regardé l'effet de la grossesse et de l'allaitement sur la masse osseuse. Alors, j'en ai sélectionné un et puis on verra quelques autres diapos. Par exemple, dans cette étude sur 16 femmes, portant sur 16 femmes, donc, qui ont été étudiées en prépartum, puis à 16, 26, 36 semaines d'aménorrhée et dans le postpartum, on a mesuré les marqueurs du remodelage osseux. Alors, on était dans les années 90, on ne disposait pas des marqueurs sériques, on utilisait surtout les marqueurs urinaires pour la résorption osseuse, la pyridinoline, et puis on avait quelques marqueurs de formation osseuse, le PANP, phosphatase alcaline osseuse et ostéocalcine. Et dans cette étude, on a montré, alors je ne vous montre pas les chiffres, mais que les marqueurs, tous les marqueurs sauf l'ostéocalcine, augmentent significativement au cours de la grossesse. On observe également une augmentation de l'IGF-1 qui est corrélée à cette augmentation des marqueurs, témoignant d'une augmentation du remodelage osseux. Et quand on mesure la densité minérale osseuse en prépartum et qu'on la compare à la densité minérale en postpartum, eh bien on observe une perte de masse osseuse d'environ 4,6%, de 4,6% en moyenne au rachis lombaire, de 3,2% à la hanche totale, et on a une petite augmentation dans cette étude au radius. Alors ici, vous montre cette diapo qui est une revue de la littérature datant de 2005 sur ces différentes études concernant l'effet de la grossesse sur la masse osseuse. Et l'on voit que dans pratiquement toutes les études, il y a une perte de masse osseuse. En bleu, c'est le rachis lombaire, en rose, la hanche, et en vert, le radius distal. Et on voit qu'au rachis lombaire, où la perte osseuse est un peu plus importante, on est de l'ordre de 4 à 6%, 4 à 8, on va dire 4 à 6% en moyenne, un petit peu moins au niveau de la hanche, mais toutes les études concordent pour dire qu'il y a une perte osseuse liée à la grossesse. Alors, il faut savoir que le squelette du nouveau-né comporte très peu de calcium, hein, c'est 22 à 30 grammes de calcium. Alors vous allez dire, c'est pas énorme, c'est une quantité de calcium qui est facilement accumulable par l'organisme de la maman, oui, sauf que la minéralisation du squelette s'effectue surtout dans les dernières semaines, donc il y a à la fin de la grossesse une demande accrue de calcium. Et quand on regarde les marqueurs donc, du remodelage osseux et du métabolisme phosphocalcique, eh bien, on voit qu'au cours de la grossesse, ce qui modifie surtout, c'est l'augmentation donc, de l'estradiol au cours de la grossesse, l'augmentation du PTHRP, dont on verra tout à l'heure le rôle, l'augmentation de l'absorption intestinale de calcium, parallèlement l'augmentation de l'excrétion intestinale de calcium, et tout ça se traduit aussi par une perte modérée de masse osseuse. Alors, si on regarde maintenant l'effet de l'allaitement, là encore, on a pas mal d'études dans les années 90, et j'en ai sélectionné une, vous voyez, 59 femmes, âgées de 24 à 42 ans, et on a mesuré la masse osseuse à 18, 37 semaines d'aménorrhée, et puis au premier mois, au postpartum, à 3 mois, 6 mois, 12 mois et 18 mois du postpartum. Alors, dans ce premier diagramme que l'on voit à gauche, on montre le lien, la corrélation entre la durée de l'allaitement et le retour des règles. Donc, et on voit que plus l'allaitement est prolongé, donc les petits ronds, c'est un allaitement d'environ 2 mois, les carrés, c'est un allaitement d'environ 5 mois, d'une durée de 5 mois, et là, c'est un allaitement d'une durée de plus de 6 à 11 mois. Voilà. Et donc, on voit que plus l'allaitement est prolongé,
plus les règles reviennent tardivement, ce qui est relativement logique. Et parallèlement, si on regarde les deux diagrammes de droite, on voit l'évolution de la masse osseuse qui va diminuer et qui va d'autant plus diminuer que l'allaitement est prolongé. Vous voyez que pour les petits ronds, la perte osseuse est moins importante que pour les carrés et moins que pour les petits triangles. Et donc, l'on voit que le retour, la récupération de la masse osseuse peut être prolongée. Vous voyez que jusqu'à 20 mois, par exemple pour Rachis Lambert, à 20 mois, on n'a pas totalement récupéré la masse osseuse du prépartum. Et là, c'est pareil pour le col fémoral. C'est même un petit peu plus prolongé encore. Des études ont montré qu'il fallait aller jusqu'à 24, parfois plus loin, pour récupérer la masse osseuse. Donc il y a une récupération après la grossesse et l'allaitement, mais cette récupération est relativement lente. Alors, comme tout à l'heure, vous avez ici un petit schéma qui vous montre donc l'évolution de la masse osseuse au cours de 6 mois d'allaitement. Et l'on voit qu'on a une perte osseuse qui est un peu plus importante que pendant la grossesse elle-même. Vous voyez qu'on est plutôt aux alentours de 6% au niveau lombaire et 4 à 6% au niveau du fémur. Donc grossesse et allaitement s'accompagnent d'une perte osseuse significative qui va récupérer en plusieurs mois, parfois jusqu'à 2 ans pour le fémur. Alors, au cours de l'allaitement, les modifications physiologiques essentielles sont essentiellement l'augmentation encore du PTHRP, l'augmentation de l'absorption intestinale du calcium, et là, par contre, une diminution de l'excrétion urinaire de calcium pour garder le calcium dans l'organisme et favoriser l'allaitement. Et puis une perte de masse osseuse, vous voyez, qui est de l'ordre de 5 à 10%, un peu plus importante qu'au cours de la grossesse. Alors, au cours de l'allaitement, il y a donc 2 facteurs qui jouent. Il y a la carence estrogénique, puisque au cours de l'allaitement, il y a un arrêt des sécrétions d'estradiol en particulier. Et cette carence en oestrogène stimule la résorption osseuse, qui va donc libérer du calcium dans le sang, qui va donc diminuer la parathormone, et la parathormone ayant pour action d'augmenter la réabsorption tubulaire du calcium, et bien là, il y a une fuite urinaire du calcium. Mais s'il y a lactation, il y a du fait de la lactation, une sécrétion de PTHRP qui va augmenter la résorption encore plus. Donc on a un afflux de calcium plus important dans le sang, mais qui va aller vers la glande mammaire pour la production du lait. Et donc il y a aussi une diminution de la PTH, mais la parathormone, elle, va stimuler la réabsorption tubulaire du calcium. Donc vous voyez que tout est fait pendant l'allaitement pour favoriser le transfert du calcium vers la glande mammaire et la production du lait maternel. Alors, de façon surprenante, je vous ai parlé d'une perte osseuse au cours de la grossesse, d'une perte osseuse au cours de l'allaitement, et pourtant, quand on regarde, eh bien, il n'y a pas vraiment de perte osseuse liée à la multiparité. Au contraire, par rapport à des femmes nullipares, les femmes multipares ont des masses osseuses significativement plus élevées en moyenne. Alors, ce n'est pas énorme, mais on est de l'ordre de 4-6% au rachis lombaire et au fémur. On ne comprend pas vraiment ce mécanisme. Est-ce qu'il y a des facteurs d'environnement, peut-être, génétique, peut-être? Toujours est-il qu'on ne peut pas dire que grossesse et allaitement soient péjoratifs à long terme sur la masse osseuse. Alors, venons-en à l'ostéoporose, sujet essentiel de notre cours aujourd'hui. Donc, son incidence, c'est une affection rare, c'est sûr, et elle est inconnue, cette incidence. Pourquoi? Parce que la littérature est basée surtout sur de courtes séries, avec quelques cas. On n'a pas vraiment d'études épidémiologiques de grande ampleur. Alors, elle est probablement sous-estimée, cette incidence, parce qu'il y a des fractures vertébrales qui ne sont pas diagnostiquées. Sur le plan clinique, cette ostéoporose touche dans 70% des cas des femmes primipares. Dans 90% des cas, la survenue, c'est 2 à 3 mois après l'accouchement, mais parfois jusqu'à 6 mois en postpartum.
C'est beaucoup plus rare au cours du dernier trimestre de la grossesse. Dans 75% des cas, il s'agit d'une cascade fracturaire vertébrale entre T11 et L4. Et vous voyez qu'en moyenne, ces femmes ont 3,3 fractures vertébrales sur une série de 102 cas. Plus rarement, il peut s'agir d'une fracture de hanche, du bassin, c'est-à-dire du sacrum ou des branches pubiennes, fracture de côte, fracture de l'humérus, du tibia, du pied. Donc en fait, tous les os peuvent être atteints, mais c'est très majoritairement le rachis, des fractures vertébrales. Alors, toute ostéoporose compliquée de fracture au cours de la grossesse ne signifie pas ostéoporose de la grossesse. Il faut se méfier, en particulier pour la hanche, de fractures sur une algodystrophie de hanche. Vous savez que c'est une complication possible de la grossesse. Dans ces cas-là, par contre, la mesure de la densité minérale est intéressante, puisque dans ce cas-là, d'algodystrophie de hanche, la densité minérale osseuse lombaire est normale, alors qu'elle est diminuée, on va le voir, franchement diminuée au cours de l'ostéoporose de la grossesse. En effet, quand on mesure la masse osseuse, vous voyez qu'on a un Z-score ou un T-score, puisqu'à cet âge, les deux mesures sont comparables. On a un Z-score ou un T-score lombaire qui est d'environ moins 3, hein, tout au moins inférieur à moins 2,5 dans 80% des cas. Et un Z-score ou T-score fémoral qui est de l'ordre de moins 2. Donc on a vraiment une importante fragilité osseuse qui explique ces fractures vertébrales. Si on analyse la trame osseuse, l'architecture osseuse par le scanner à haute résolution, au niveau de l'avant-bras par exemple, eh bien on a une baisse de l'épaisseur et de la densité de l'os cortical et des travées osseuses. Donc il y a vraiment une diminution de la masse et des altérations de l'architecture osseuse. Sur le plan biologique, eh bien, comparativement à des femmes ayant une ostéoporose préménopausique, je dis bien préménopausique, hein, ce qui est rare, mais il y a des situations d'ostéoporose préménopausique primitive, eh bien, on a une baisse des marqueurs du remodelage osseux chez ces femmes ayant eu des fractures au cours du postpartum. Et histologiquement, il y a des études qui ont été réalisées qui montrent qu'il y a une baisse de l'activité ostéoblastique. Donc c'est plutôt une ostéoporose liée à une diminution de la formation osseuse qu'une augmentation de la résorption osseuse. Alors, des facteurs de risque, on en a identifié. Vous voyez que 60% des patientes ont un ou plusieurs facteurs de risque d'ostéoporose. Alors, ils sont très nombreux, ces facteurs de risque potentiels, un IMC faible, un antécédent d'anorexie, une activité physique faible, un tabagisme, une hypovitaminose D. On retrouve de temps en temps un antécédent de corticothérapie ou un traitement par héparine. On retrouve, vous voyez, dans 30 à 50% des cas, un antécédent familial d'ostéoporose, donc il y a certainement un facteur héréditaire. Et puis, il y a des variants génétiques qui sont retrouvés préférentiellement chez ces femmes. Vous voyez qu'il y a de nombreux variants. Tous ces variants ont un rôle dans le remodelage osseux et donc ils peuvent peut-être favoriser la survenue de ces grossesses. Alors, ne pas oublier quand même les diagnostics différentiels. Une fracture au cours de la grossesse peut révéler une fragilité osseuse antérieure, par exemple une ostéogenèse imparfaite dans une forme mineure, une maladie cœliaque, etc. Ce qui veut dire qu'il faut faire un bilan à la recherche d'une ostéoporose secondaire, comme on le ferait dans une ostéoporose postménopausique. Alors, l'évolution, on a vu que les douleurs et l'impotence fonctionnelle sont habituellement sévères, liées au nombre de fractures vertébrales, et vous voyez que 60% des patientes ont encore des douleurs à 3 ans en postpartum. Et à 6 ans de postpartum, 70% des patientes ont une impotence fonctionnelle pour les activités quotidiennes et ou le travail. Donc c'est vraiment une maladie grave par ses conséquences. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une augmentation spontanée de la densité minérale osseuse en postpartum, chez ces femmes comme chez une femme non atteinte d'ostéoporose. Donc, il y a une réparation de la fragilité osseuse. Et vous voyez qu'à 2 ans du postpartum, ces femmes ayant eu une ostéoporose au cours de la grossesse ont une augmentation de la densité minérale osseuse d'environ 10% et à la hanche d'environ 5%. Cependant, les densités minérales osseuses à distance de la grossesse restent tout de même inférieures aux valeurs normales.
Il faut voir que ces femmes partent de très très bas. Hein. Ces femmes qui ont une ostéoporose, on a vu, avaient des Z-scores et des T-scores très très bas. Et vous voyez qu'à 6 ans du postpartum, 26% des patientes ont de nouvelles fractures vertébrales. Donc il y a un risque important de récidive des fractures qui est lié, ce risque, au nombre initial de fractures, donc à la gravité de l'ostéoporose. Alors quel est le traitement de cette ostéoporose ? Bien, à court terme, bien entendu, il faut soulager ces femmes de ces douleurs qui sont très importantes avec une impotence fonctionnelle sévère, donc traitement talgique, repos, un corset pour la remise en charge, ça peut être un moyen utile. À moyen terme, la kinésithérapie, rééducation est utile pour renforcer les muscles rachidiens et essayer de corriger la syphose thoracique qui peut être induite par ces fractures vertébrales multiples. Donc ça, c'est quelque chose de très important dans cette situation. Ce sont des femmes jeunes, donc qui peuvent vraiment participer à une kinésithérapie, une rééducation active. Et puis à long terme, bien entendu, normaliser les apports calciques et le taux de vitamine D. Habituellement, la plupart des auteurs proposent d'interrompre ou de raccourcir l'allaitement, puisqu'on a vu que l'allaitement était une source importante de perte osseuse. Donc, voilà, si les fractures surviennent alors que l'allaitement est toujours en cours, eh bien, il est, pour la plupart des auteurs, proposé de raccourcir ou d'interrompre l'allaitement. La question qui se pose dans la littérature, c'est faut-il prescrire un traitement à visée osseuse ? Il y a des arguments pour et des arguments contre. Les arguments contre, c'est qu'on observe une augmentation spontanée de la densité minérale osseuse en postpartum chez ces femmes. D'autre part, il y a les risques potentiels des traitements pour une future grossesse. Est-ce qu'il est bon de donner des bisphosphonates à une femme qui peut encore avoir des enfants? Et d'autre part, y a-t-il un intérêt d'un traitement antirésorbeur alors que la densité minérale osseuse augmente spontanément postpartum? Est-ce qu'on ne va pas justement freiner cette récupération de la masse osseuse en bloquant le remodelage? Alors l'argument pour, l'argument essentiel, c'est que malgré l'augmentation spontanée de la densité minérale osseuse, on l'a vu, le risque de récidive fracturaire est élevé. Donc en pratique, la plupart des auteurs traitent 70% des patients, donc des études montrent que 70% des patientes reçoivent un traitement à visée osseuse. Alors les bisphosphonates, il y a de nombreuses études, mais qui sont sur de très petits effectifs. Il n'y a aucune étude contrôlée randomisée, et surtout aucune étude qui porte sur le risque de récidive fracturaire à long terme. C'est-à-dire, si l'on traite, combien de temps faut-il traiter, etc. Donc, c'est le problème. Quelle durée de traitement chez ces femmes? Est-ce qu'il faut aller vers un objectif de masse osseuse, par exemple? Après 2 ans de traitement, l'augmentation de la densité minérale osseuse est multipliée par 2 par rapport à l'augmentation observée chez les femmes non traitées. Donc, chez des femmes ayant une ostéoporose de la grossesse qui ne sont pas traitées, on l'a vu, il y a une augmentation de la densité minérale osseuse, mais elle est quand même cette augmentation plus importante lorsqu'on traite. Donc, ça, c'est un argument en faveur de l'intérêt du traitement. Et globalement, il n'y a pas de signal inquiétant pour les grossesses ultérieures avec l'utilisation des bisphosphonates. Le denosumab, il y a quelques études qui portent sur quelques cas. On a observé une augmentation des densités minérales osseuses, mais là, j'insiste sur l'importance dans ces cas-là d'un relais par bisphosphonate, car il y a un risque très important de cascade fracturaire à l'arrêt du traitement. Donc il y a peu de données sur les denosumab. Par contre, il y a beaucoup plus de données sur le tériparatide. Et là, on a quelques arguments. Ce sont des femmes qui ont de multiples fractures vertébrales, donc elles rentrent dans l'indication, même si elles ne sont pas ménopausées. Mais voilà, les DMO sont très abaissés, et on a vu qu'il y a une baisse du remodelage osseux et de la formation osseuse. Donc c'est une bonne indication à un traitement par tériparatide qui va booster le remodelage osseux, surtout, et la formation osseuse en particulier. Par contre, on n'a là encore aucune étude contrôlée randomisée, mais on a quelques études comparatives. Je vous cite celle-ci, vous voyez 51 femmes, finalement le groupe tériparatide 27 femmes, et on a pris comme groupe contrôle des femmes ayant une ostéoporose de la grossesse qui sont traitées par calcium et vitamine D simplement, 5 femmes. Et on regarde donc l'évolution de la masse osseuse, et vous voyez qu'à 12 mois, le pourcentage d'évolution de la masse osseuse, au rachis lombaire, vous voyez que c'est plus 15% pour les patientes traitées.
par rapport à 6-7% pour les femmes ne recevant pas le tériparatide. Et vous voyez que vous avez également une augmentation significative du gain de masse osseuse au fémur et à la hanche totale, mais ça prédomine au rachis lombaire, ce qui est le cas toujours avec le tériparatide, dont l'action prédomine sur l'os trabéculaire. Alors, par contre, il y a des questions non résolues encore. Faut-il relayer le tériparatide par un inhibiteur de la résorption osseuse chez une femme non ménopausée? L'idée, c'est que la femme, elle va retrouver des cycles, une production hormonale qui freine le remodelage osseux, qui la protège en quelque sorte. Et donc, est-ce qu'il est nécessaire? Il y a des auteurs qui disent oui, d'autres qui disent non. Globalement, il y a quand même pas mal d'études qui montrent que si on ne traite pas, si on ne fait pas de relais après le tériparatide, il y a une perte osseuse et donc on perd le bénéfice du traitement. Donc, dans la majorité des cas, les auteurs font un relais par un traitement par bisphosphonate. Alors, l'autre point, c'est qu'on se brûle une cartouche, on grille une cartouche en utilisant le tériparatide, puisque vous savez qu'on a le droit de l'utiliser qu'une fois jusqu'à 20 mois, mais si cette femme reste ostéoporotique, elle a de fortes chances de rester ostéoporotique, eh bien, on n'a plus cette possibilité d'utiliser. Pour conclure, l'ostéoporose de la grossesse et de l'allaitement, c'est une affection rare. On connaît de nombreux facteurs de risque qui sont souvent associés chez ces femmes pour expliquer la survenue de cette ostéoporose. Les conséquences sont graves en termes de douleur, d'impotence fonctionnelle et de handicap. Il est nécessaire de réaliser un bilan complet pour éliminer une ostéoporose secondaire, pas passer à côté d'une autre affection. La plupart des patientes reçoivent un traitement à visée osseuse et ça semble justifié, et le tériparatide semble le traitement le plus approprié dans cette circonstance. Par contre, il persiste de nombreuses incertitudes sur la durée du traitement et sur l'objectif que l'on cherche. Est-ce qu'on veut, par exemple, un T-score qui serait supérieur à -2 pour essayer de protéger ces femmes à distance de leur grossesse? Voilà, je suis à votre écoute pour vos questions éventuelles. Merci beaucoup, professeur. S'il était très à démarrer, je pense qu'on va pouvoir avoir des questions. N'hésitez pas sur le chat, je ne vois pas apparaître. Je vais quand même Christian, te poser une question qui est, donc tu nous as bien montré les incertitudes et les éléments chez les patients. Faut-il, chez une patiente qui a présenté des complications fracturaires, donc tu nous as dit que c'est souvent des cascades fracturaires, plus de 3 fractures, comment prépare-t-on une seconde grossesse chez cette patiente? Imaginons qu'on a décidé, qu'on a fait comprendre à la patiente que l'allaitement devait être le moins longtemps possible, comme tu l'as évoqué, qu'on lui a demandé de faire une grossesse à plus de 2 ans pour avoir une reconstitution de la masse osseuse. Finalement, quels sont les conseils qu'on doit donner à ces patients et aussi à nos collègues souvent gynéco ou obstétriciens qui nous appellent? D'être encore plus vigilant sur, disons, de renforcer les conseils habituels, c'est-à-dire en apport calcique, en normalisation du taux de vitamine D, vérifier le taux de vitamine D, privilégier aussi l'activité physique, dire à la femme de marcher le plus longtemps possible, d'avoir une activité physique. Et donc, beaucoup proposent quand même de traiter le premier épisode fracturaire pour préparer la grossesse ultérieure, essayer d'améliorer autant que possible la masse osseuse avant une grossesse ultérieure. Mais au moment, si la grossesse est décidée, eh bien, vérifier les apports calciques alimentaires. Beaucoup de femmes sont quand même en carence calcique pendant la grossesse et surtout pendant l'allaitement. Donc là, c'est vraiment une période où il faut être vigilant sur les apports calciques alimentaires qui sont plutôt de l'ordre de 1,50 g dans cette base. Ce sont d'ailleurs les recommandations chez la femme qui allaite. Voilà. Et puis les apports en vitamine D aussi, normaliser le taux de vitamine D. D'accord. Donc finalement, dans ta réponse, je sens entendre que tu traites. Ah oui. Enfin, ah oui, alors,
Bah, je traite, moi personnellement, j'en ai pas eu 36, hein, j'ai eu 2 cas que j'ai traités. Voilà, mais vous voyez que dans la littérature, je vous ai dit, 70% des femmes sont traitées, donc la majorité des auteurs. Et puis, celles qui ne le sont pas, ça peut être aussi un refus de traitement, c'est possible, hein, je n'ai pas les données précises. Mais globalement, dans une étude épidémiologique, ils avaient étudié ça, ils ont regardé un grand nombre de femmes, alors c'est un grand nombre, c'est parfois une centaine ou 150, quoi. Ils ont regardé, 70% des femmes ont reçu un traitement. Donc ça veut donc dire que la plupart des auteurs pensent qu'en effet, il est bénéfique pour justement privilégier, favoriser. En plus, la plupart des femmes sont en primipare. Donc ces femmes ont souvent un désir d'une autre grossesse, même si cet épisode fracturaire peut parfois leur faire peur pour une grossesse ultérieure, quoi. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, une question d'un de nos collègues qui est si l'interrogatoire et le bilan biologique ne retrouvent pas d'anomalie, faut-il aller jusqu'à la biopsie osseuse? Ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Pas du tout. On a maintenant, avec. Non, pas du tout, parce qu'on a maintenant avec les marqueurs, j'entends, si vous avez un bilan phosphocalcique sanguin, peut-être urinaire, là dans ce contexte, j'irais jusqu'à un bilan urinaire, taux de PTH, taux de vitamine D, voilà, normal. Si l'examen, si vous n'avez pas d'argument en faveur, je ne sais pas, d'une mastocytose, si elle n'a pas les sclérotiques bleus, si elle n'a pas d'antécédent de fracture dans l'enfance, s'il n'y a pas un contexte familial, voilà, si vraiment tout ça est normal, pas d'intérêt à faire une biopsie pour 2 raisons. D'abord parce que c'est pas quand même un geste anodin, hein, et deuxièmement, ça nous apportera vraisemblablement rien qui modifierait l'attitude thérapeutique. C'est-à-dire, si vous tombez éventuellement sur une ostéogenèse imparfaite que vous n'auriez pas vraiment diagnostiquée, il y a des formes frustes, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose sur la prise en charge thérapeutique. Donc, vous savez qu'on fait de moins en moins de biopsies osseuses pour étudier le remodelage osseux parce qu'on voilà, on a maintenant des moyens suffisants, biologiques en particulier, pour éliminer toutes les autres causes. Très bien, merci beaucoup, Christian. Une question. Alors, notre collègue nous demande si la patiente qui était primipare a été traitée, par exemple, par bisphosphonate. Doit-on interrompre le bisphosphonate si la patiente tombe enceinte dans une seconde grossesse? Oui, alors, ça c'est une bonne question. Comme je vous ai dit, sur le plan de la durée de traitement, il n'y a pas de données. Alors, combien de temps on va traiter? Moi, j'aurais tendance à dire se donner un objectif en termes de masse osseuse. C'est ce qu'on fait chez la femme en postménopause. Est-ce que c'est logique en préménopause? Oui, il y a quand même toujours un lien entre la densité minérale osseuse et la résistance mécanique osseuse. Donc voilà, pour moi, au moins la faire passer au-dessus du -2,5, peut-être viser un T-score à -2, voilà. Alors par contre, il est toujours recommandé d'arrêter les bisphosphonates au moment de la conception et pendant la grossesse. Même si on n'a pas montré, il y a eu des grossesses sous bisphosphonate et on n'a pas observé de conséquences chez le nouveau-né, voilà, ou pendant la grossesse chez le fœtus ou après la naissance chez le nouveau-né, mais il est quand même recommandé d'interrompre au moins pendant la durée du traitement, en sachant que de toute façon les bisphosphonates ont une longue rémanence osseuse et qu'on peut imaginer que si la femme a été traitée, elle reste toujours quand même protégée en partie par son traitement antérieur. D'accord. Là aussi, une question très pratique. Faut-il donc commencer le traitement immédiatement au postpartum? Ah bah, c'est-à-dire qu'il faut commencer le traitement quand la grossesse s'est révélée, quoi. Donc si la grossesse, quand l'ostéoporose s'est révélée, excusez-moi, quand l'ostéoporose s'est révélée, si l'ostéoporose s'est révélée pendant la grossesse, on va attendre l'accouchement et on va traiter immédiatement la femme. Si c'est dans le postpartum, dès que les fractures surviennent, il est quand même recommandé, la plupart des auteurs interrompent l'allaitement, puisque vous avez vu que la moyenne, c'est vers 2-3 mois du postpartum. Donc bon, si l'enfant a déjà été allaité 2-3 mois, c'est quand même déjà pas mal. On peut peut-être arrêter l'allaitement et puis débuter le traitement de l'ostéoporose. Bon, très bien. Je pense qu'on va s'interrompre ici. Un grand merci, Christian Marcelli, qui, je rappelle, a été également le président du COFER. Il y a quelques années, on a fait
le manuel tous les deux. Donc un grand merci pour cet exposé comme toujours très clair. Et puis je pense que malgré tout, on est confronté, c'est rare dans notre carrière, mais on est confronté de temps en temps à cette situation. Voilà, ce qui fait que c'est difficile de donner des consignes très précises, quoi, puisque les données de la littérature sont quand même très éparses. Et donc, voilà, il n'y a pas de consensus, disons. Très bien, mais ce sera le mot de la fin. Merci à tous, merci beaucoup de votre présence et à dans 15 jours. Au Merci. revoir. Au revoir.